Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour Radio M, le CPP, le Café Presse Politique, de retour pour sa 8e saison, 2e édition de la 8e saison. 8 ans, ça fait 8 ans quand même, ça commence à devenir une institution. Le Café Presse Politique pour la 2e édition en ce septembre 2020 de sa 8e saison et pour le 20e numéro sans Khaled Rani, le présentateur attitré de cette émission qui passe ce soir sa 167e nuit en prison à Kolia parce que Khaled Rani n'a pas été libéré hier à l'issue du procès qui s'est déroulé à la cour d'Alger. Le procès en appel, lui et ses deux co-inculpés. Pour parler de cette actualité, celle des détenus, celle du référendum, celle de la rentrée sociale qui est en train de se décaler, celle des changements qu'il y a eu dans la dernière mouture de l'Assemblée, l'Assemblée constituante de la Constitution. Avec moi sur ce plateau, Amina Haddad. Amina, bonjour. Karim Kebir, bonjour. Bonjour. Journaliste qui permet toujours au Café Presse Politique de justifier son titre de Café Presse et non pas seulement de café d'activiste et d'homme politique. Et avec nous, Ramadan Youssef Tazit, bonjour, représentant du Parti des Travailleurs. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Est-ce que le verdict qui a été repoussé au mardi 15 septembre aurait pu être rendu dès hier s'il n'y avait pas eu 33 plaidoiries d'avocats? Karim Kebir, tu étais l'un des rares journalistes à pouvoir rentrer dans la salle hier. Est-ce que tu as eu ce sentiment que si les avocats s'étaient mis d'accord sur des plaidoiries plus courtes, en nombre plus réduit, si en deux mots, l'audience s'était terminée vers 17-18 heures, on aurait pu avoir un verdict rendu le même jour? Honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question, mais connaissant tout de même le sujet de Khaled, qui est un sujet quand même assez, en tout cas, au fil des mois, je pense qu'il devient un boulet politique pour les autorités. Donc, connaissant le fonctionnement de la justice, c'est pas tout à fait évident de répondre. Est-ce qu'il pouvait rendre le verdict hier? Parce que probablement, il doit y avoir des calculs. Donc, est-ce que ça pouvait dépendre du nombre des avocats, de l'intervention des avocats? Honnêtement, je ne sais pas. Mais aussi chez les avocats, peut-être il y a aussi cette volonté un peu de faire pression en étant encore plus. 33 plaidoiries. Exactement. Ça donnait un peu plus d'épaisseur au procès. Ça faisait beaucoup plus de pression sur les juges. Alors, je préviens tout de suite nos amis auditeurs. Il y en a qui, dans le chat sur YouTube, nous ont fait le reproche d'avoir fait une émission qui est restée pendant au moins 50% de son temps sur Khaled Rani. C'était la semaine d'avant le procès. Mercredi dernier. Nous allons passer aussi un peu de temps sur cette affaire parce que c'est une affaire emblématique de la situation et nous allons évidemment aussi parler des autres détenus. On nous fait toujours aussi le reproche de ne pas parler suffisamment des autres détenus et Amina Haddad est avec nous aujourd'hui pour en faire un peu le point de la situation emblématique parce qu'il y a 3 ans de condamnation ferme. C'est la condamnation la plus importante. Emblématique parce que le président Abdelmadjid Tebboune a interféré dans ce dossier en qualifiant sans le nommer Khaled Rani de Khabarji. Donc nous sommes dans un cas tout à fait atypique et symptomatique parce qu'il s'agit d'un journaliste et qu'il y a une formidable mobilisation en Algérie et dans le monde autour de ce dossier. Est-ce que ça s'est ressenti dans l'audience, tout cela? Alors, dans l'audience, moi, ce que j'ai eu déjà couvert par le passé quand même des procès, honnêtement, parfois, souvent, en tout cas pour les journalistes, me concernant en tout cas, je me suis souvent intéressé à l'attitude des juges. Parce que parfois, même si la justice, elle juge des faits, pas les intentions, mais pour le journaliste, l'intention aussi, les attitudes sont importantes. Parfois, ça donne des indices sur un peu l'intention des... hier, en tout cas, moi, j'ai pu noter que le juge était très calme,
était très calme. C'est quelqu'un qui a eu qui a respecté la défense, les avocats, qui a respecté aussi les inculpés. C'est quelqu'un qui, même, en tout cas, on ne se sentait pas chez lui. Ce que nous avions par le passé parfois dans certains procès où la manière dont le juge posait les questions, on sentait chez lui cette volonté de charger l'inculpé. Il y a cette forme de méchanceté qui transparaît comme ça vaguement à travers son attitude. Mais hier, c'était vraiment très très serein. Si l'on accepte, par ailleurs, si l'on accepte le représentant du ministère public, c'est-à-dire le procureur, bon, dans le réquisitoire, tout le monde a vu que c'était un peu excessif, quand même, c'est trop. Et puis, il s'est égaré un peu dans un réquisitoire qui était beaucoup plus politique, parce que, par exemple, quand il a évoqué sur les marches du samedi, il a dit que nous avions entendu des trucs à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour appeler à des marches, et c'était pour user les services de sécurité. Il a dit qui va l'accepter ça. Il a fait aussi le parallèle entre les trois inculpés et les ministres qui sont en prison, alors qu'ils ne sont pas condamnés pour les mêmes faits, pour les mêmes accusations. Et puis, il a aussi commencé à parler un peu, il a évoqué l'histoire, il est remonté jusqu'au XVIIe siècle. En évoquant la France et le colonialisme français. Exactement. Et parfois, ma foi, moi personnellement, j'étais interloqué quand il a dit sur le billet d'avion dont a bénéficié Khaled pour participer à une conférence en France. Khaled lui avait expliqué auparavant que c'est l'ONG qui l'a invité, qui a pris attache avec l'Institut français et qui s'est chargé de payer le billet. Et le procureur avait fait un commentaire pour dire que ce n'est pas normal qu'une ambassade qui hier faisait du mal aux Algériens, aujourd'hui elle paye un billet. Quelque chose qui était franchement... ça dépassait l'entendement. Mais en tout cas, globalement, ce que j'ai noté, Khaled était bien droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui... Ça, ce n'est plus une information maintenant. Oui, mais non, c'est important parce que tout de même, quand même 5 mois, ça doit l'éprouver un peu. Et physiquement, ça se ressentait parce qu'il quand même, il a beaucoup maigri. En tout cas, c'est pas Khaled que j'ai connu depuis quand même 14 ans. Et il a beaucoup maigri, mais concernant ses réponses, il était magistral. C'est-à-dire, il avait ses arguments, quelqu'un de très, qui avait beaucoup d'assurance dans ses réponses et qui ne cherchait pas ses mots. On l'a interrogé sur pratiquement toutes les questions, mais y compris celle qu'a évoquée le ministre de la Communication. Donc, ils lui ont posé la question, par exemple, sur l'accréditation. Et là, Khaled les a étonnés quand il leur a dit que j'ai bossé pendant 5 ans pour la chaîne Shurok qui n'est pas accréditée, qui est une chaîne offshore. C'est-à-dire, ça, c'est pas un argument. Ils leur ont posé sur le compte bancaire. Il leur a dit c'est un compte comme tout le monde. Il est domicilié en Algérie, donc je reçois ses honoraires ou je ne sais pas comment, le plus normal du monde. Ils lui ont posé la question donc d'ailleurs sur ses interventions par exemple, et là il leur a demandé, il leur a dit je suis prêt devant vous qu'on revoie toutes mes interventions si vous pouvez déceler exactement où j'appelle ou bien ça porte atteinte à l'unité nationale, de toutes mes interventions. Et puis il leur a expliqué que ce n'est pas la première fois qu'il fait des interventions, pas seulement pour TV5, mais aussi pour d'autres chaînes. Il y a énormément de chaînes qui l'ont sollicité, y compris à Radio-Canada, par exemple. Russia Today, par exemple, la chaîne russe. Finalement, son métier le plus tranquille, c'était présentateur du Café Presse Politique. C'est le seul qui ne lui pose pas de problème à la barre, apparemment. Logiquement, en tout cas, il a été parfait dans ses interventions. Pour les avocats aussi. Alors, on nous a dit, on n'a pas eu le temps de débriefer parce qu'on a quitté à 22h30. Hein, oui. Très tard, il ne restait pas longtemps pour le couvre-feu, mais on a bien compris qu'il y a eu. C'était le procès de la justice. Pour beaucoup de plaidoiries, c'était plus le procès de la justice qu'autre chose. Et un peu aussi d'ailleurs à l'extérieur, on va en parler. Oui, bien, il y a beaucoup d'avocats ont beaucoup
insisté sur ça, ils ont interpellé la conscience en tout cas des juges, parce que franchement, il n'y avait absolument rien dans le dossier. C'était, par exemple, Mouqranet Larbi, il leur a expliqué, c'est un travail didactique, il leur a expliqué c'est quoi l'atteinte à l'unité nationale. C'est quand il y a un groupe qui veut diviser le pays. Il est dit, ramenez-moi des preuves où ces individus veulent diviser. Comment ils peuvent diviser ce pays? Comment? C'est pas possible. Il y a aussi le bâtonnier de Béjaïa aussi qui a, par exemple, il leur a dit, et quand vous essayez de l'accuser, d'informateur. Il leur a dit comment alors qualifier le président Ben Salah qui est parti faire un compte rendu à Poutine. Comment vous l'appelez ça? Qui parle de la situation du pays devant une télévision. Encore une fois, informateur qui n'est pas dans le dossier. Absolument. Élément, on tient toujours à le rappeler ici, qui n'est pas dans le dossier des trois co-inculpés. Slimane, on n'a pas dit, Slimane Hmetouch et Samir Belarbi étant les co-inculpés de Khaled Drani. Absolument. En tout cas, les avocats étaient quand même chacun a parlé a évoqué ces arguments. Et ils ont complètement déconstruit en tout cas ces accusations. Mais en insistant beaucoup plus qu'en appelant en tout cas les juges à leur conscience, en leur disant que l'Algérie nouvelle, celle que soi-disant à laquelle, en tout cas, qui sont en train de promouvoir, c'est que la justice agisse avec conscience et qu'elle se libère des pressions. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je reste optimiste. Je reste optimiste, en tout cas comme certains avocats. Vu l'ambiance dans laquelle s'est déroulé ce procès, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas c'est un juge qui écoutait beaucoup, qui respectait beaucoup les avocats. D'ailleurs, à un certain moment, même le procureur s'était senti un peu gêné. Il a quitté. Pendant les plaidoiries? Oui, il a quitté pour un petit moment. D'ailleurs, je crois que c'est Maître Zoubida Assoul qui a fait la remarque au juge, comme quoi ça ne lui a pas plu d'écouter. Et donc, globalement, ça prête à optimisme. Mais après, connaissant tout de même les circonstances dans lesquelles se déroule ce procès, les enjeux politiques liés à ça, les pressions, l'enjeu de la Constitution, tout ça, si on considère aussi que c'est un boulet, en tout cas de mon point de vue, pour ce pouvoir, je pense que Khaled va être libéré incessamment. Est-ce que Youssef est-ce que la on dit un boulet. Vous, au Parti des Travailleurs, vous avez mené aussi une campagne en Algérie, à l'international, pour la libération de la présidente du parti, Louisa Hnoun. Est-ce que vous aviez des indications qui, à un moment donné, laissent entendre, le comité d'ailleurs dans lequel qui était présidé par la Moudjahida Zohra Drif, à un moment donné, est-ce qu'il y a des signaux qui vous ont laissé penser que la détention d'un chef de parti était un boulet et que le pouvoir voulait s'en débarrasser? Oui, je pense que en écoutant notre ami Karim relater un peu ce qui s'est passé à la cour de Ruisseau lors du procès, il faut le souligner, le procès politique de Khaled Drani, parce que ça me rappelle tous les procès qu'on a assistés et auxquels on a l'impression qu'il y avait des décisions politiques qui ont été prises pour prendre telle ou telle personne, tel ou tel responsable, tel ou tel activiste, et après on invente les chefs d'inculpation. Parce que, ma foi, s'agissant de Khaled Drani, qui est un journaliste de talent, qui est reconnu nationalement et internationalement, il n'y a rien qui puisse justifier ni son arrestation et encore moins son emprisonnement ou sa lourde condamnation. On a l'impression qu'on veut condamner, terroriser, tétaniser, pour l'exemple, pour faire taire toutes les voix libres dans ce pays. Donc, pour répondre à ta question, Hassan, je pense que Karim, en qualifiant l'emprisonnement de Khaled Drani comme un boulet pour le pouvoir en place, évidemment, c'est le cas. C'est le cas pour Khaled Drani et pour tous les détenus politiques et d'opinion, parce que comment prétendre à aller vers une Algérie nouvelle avec des pratiques qui sont les mêmes que l'ancien pouvoir et parfois même pire, il faut le dire, parce que on n'a jamais assisté
à cette fermeture hermétique des médias, à la fermeture du champ politique. On prend et on jette en prison des citoyens algériens, des jeunes, pour avoir exprimé une opinion sur Facebook. C'est-à-dire c'est la criminalisation de l'action politique, c'est la criminalisation de l'opinion, c'est le délit de presse en puissance qui est mis en œuvre. Donc oui, dans le cas de Louise Arnoun, on avait un peu un pressentiment, mais il faut jamais tirer de conclusion, parce qu'avec ce système, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. La campagne internationale pour la libération de Louise Arnoun était menée dans 103 pays à l'échelle sur tous les continents, parce que c'est une responsable politique, elle est coordinatrice de l'Entente internationale des travailleurs et du peuple, elle est connue pour ses combats à l'échelle internationale. C'est aussi le même cas pour Khaled Rani. On voit bien qu'il y a des journalistes de renom africains, européens, sur le continent américain, qui se demandent et qui se posent la question, comment peut-on arriver là? Bien sûr, comment peut-on arriver là? On a l'impression que effectivement, le système il est dans une impasse. Il n'a pas d'autre solution que la répression pour essayer de se maintenir ou de sauver ce qu'il peut sauver de ce système. Donc, Khaled Rani est devenu, par la force des choses, une icône de la liberté, du combat pour la liberté de presse. Il a fait preuve d'une résistance héroïque, parce qu'on voit bien que j'en connais un bout avec Mme Louise Arnoun, les 9 mois et 1 jour de prison, non, iscanti physiquement. On voit bien que Khaled Rani aussi, il a perdu beaucoup de poids. On a vu hier des témoignages de journalistes qui étaient à l'intérieur. Mais lorsque quelqu'un a des convictions, c'est-à-dire ça produit l'effet contraire. À force de s'acharner contre des personnes de ce type, et ben, non seulement lui, il résiste, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur, par respect donc, à ceux qui résistent, et ben, c'est un appel à la résistance. Et on a bien vu ça hier, tard dans la soirée, comment des journalistes, des amis de Khaled Rani, mais aussi des militants politiques, étaient là à scander d'ailleurs, et je trouve ça formidable, lorsque les gens disent liberté de presse, indépendance de la justice, c'est intimement lié. Parce qu'on ne peut pas avoir de justice, de liberté de presse si on n'a pas une justice indépendante, parce que là, on voit bien que malheureusement, la liberté de la presse et la démocratie de manière générale vit des moments sombres de son histoire. Oui, c'est le mot d'ordre qui a été le plus repris, celui de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. Blarbi, évidemment, Sahafa Hurra, Mustaqilla. Amina, c'est quoi un détenu qui devient un boulet pour ceux qui l'ont mis en prison, pour ces geôliers? C'est un détenu dont on parle tout le temps. Je rappelle que donc, tu es dans le réseau de soutien aux détenus politiques. Est-ce que la campagne est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la campagne est en train de porter ses fruits? La campagne, parce qu'il y a des rassemblements réguliers, il y a eu notamment le comité de soutien dont je fais partie avec Kébir et toi notamment, a fait des rassemblements, des vidéos. Il y a un clip qui est sorti signé Amin Chiban, qui est un clip extraordinaire. Est-ce que ça finit par porter ses fruits, tout cela, relié aussi à l'international par tous ceux qui considèrent que la liberté de presse ne va pas être un combat abandonné en Algérie, isolé dans un pays, donc ils sont solidaires de ce combat? Certainement, en fait, c'est la lutte de la vérité contre le fallacieux. Donc forcément, c'est les personnes qui sont détenteurs de la vérité qui sont les plus forts, donc, même si il y paraît le contraire, puisque les moyens sont aux mains des gens qui veulent tendre au fallacieux et le valoriser. Mais la vraie résistance, la parole, c'est simple. Drarni, on est conscient. Je pense que la meilleure force de résistance qu'il nous transparaît, nous-mêmes qui n'avons pas la chance de le voir, mais à travers tous les témoignages des personnes qui sont à ses côtés et qui l'ont vu présentiellement, c'est cette force. Je pense que Khaled est conscient de la symbolique qu'il représente, de cette
de cette position emblématique qu'il incarne, lui qui a défendu les détenus les plus méconnus, ceux qui n'ont pas bénéficié d'un battage médiatique et de soutien nommément, etc. Il y en a certains qu'on a découvert même chemin faisant, des gens qui ont comptabilisé des mois et des mois de prison, le 6e mois, 9e mois, on découvre ce qu'ils ont subi. Je crois que Khaled en était conscient, lui a mobilisé son savoir-faire professionnel et humain pour être aux côtés des détenus d'opinion, et il sait que la forme que prend son propre procès, qui est une mise à nu flagrante à l'échelle de ce qui lui arrive et à l'échelle de la mobilisation qu'il suscite, de tout le reste, de tous les autres parcours des détenus d'opinion, c'est-à-dire des dossiers quasi vides, des chefs d'inculpation multipliés par 10 pour ce qui est du cas de Tajadid. Le poète de la Casbah. Pour un seul et même fait. Des scénarios dont on a connu les saisons à partir du battage qu'il y a eu contre le port de l'emblème Amazir, mais en fait ça reste l'expression de la même mouise, j'allais dire, commise par le pouvoir. Je pense qu'on cherche à comprendre depuis le début de cette nouvelle forme de mise en détention des Algériens pour des délits d'opinion. On cherche à comprendre vers quoi ça tend. Plusieurs possibilités nous apparaissent. On va se poser cette question dans un moment, vers quoi ça tend, parce que c'est une question politique essentielle. Auparavant, je voulais savoir, dans une campagne pour les militants des droits de l'homme qui s'emparent d'un cas, qui essaient de le défendre, quand on a une figure qui émerge comme ça, c'est le cas en ce moment de Khaled Drani, est-ce que ça gêne la visibilité pour les autres détenus? On nous reproche souvent de ne pas parler suffisamment des autres détenus. Il est dans la cellule il est dans le couloir où il y a la cellule de Rachid Nekaz. Khaled Drani à Qlaa. Rachid Nekaz était bien plus connu que Khaled Drani il y a 2 ans. Bien plus connu. Il a été candidat dans une autre campagne, etc. Et aujourd'hui, c'est plutôt Khaled Drani qui est la figure de proue. Est-ce que ça gêne un réseau comme le vôtre pour mettre la lumière sur tous les cas de détention, ou est-ce que c'est une locomotive qui permet de mener campagne aussi pour les autres? D'un côté, c'est une locomotive. Parce que c'est Khaled Drani qui a pu, il y a 2 jours, mobiliser les figures les plus représentatives du journalisme français, des représentants à Tunis voilà. Le syndicat des journalistes, tunisien qui a fait une action magnifique. Des campagnes internationales qui ont leur poids. Tout le monde. Politiquement, et donc c'est un gars comme Khaled Drani qui peut susciter cette échelle-là de mobilisation. Après, les autres ne déméritent pas. On pense toujours, même en disant Khaled Drani, Rajel ma yitshrash, ils ont été jusqu'à 200 Rajel ou Mara ma titshrash. Mais c'est vrai que on a toujours un souci d'équité. نخمو دايما في المعتقل المجهول. On l'a en tête celui-là. اللي ما نعرفوش اسمه, اللي ما نعرفوش تصوره. Il y a une forme d'injustice du hasard. Mais je ne pense pas que ça soit ni intentionnel, ni qu'on doit s'attarder sur ça. Il y a une locomotive qui est Khaled Drani. Ni il sort du lot, ni il peut nous inspirer une forme de hiérarchisation du soutien. Là. Khaled Drani, il est ce qu'il est, il représente ce qu'il représente. Son affaire, la forme de Capri, son procès détermine l'ampleur et la vague de solidarité qu'il suscite. Mais effectivement, ça ne fait que miroiter nous qui souffrons justement de ta'tim al-i'lami. Donc, c'est toutes les campagnes de soutien qui peuvent émerger, soit de notre territoire, soit de l'extérieur de la part de la diaspora, ou là par solidarité professionnelle, ou là, c'est des brèches qui s'ouvrent
quand nous, ici, on n'a pas du tout la possibilité d'exprimer Alors, ceci parmi les sur voix- les médias autorisés. Parmi les voix qui se sont exprimées dans le monde, il y en a une, je ne sais plus laquelle, qui avait dit le pouvoir algérien a voulu donner un exemple pour faire taire la presse et finalement elle a créé un symbole. Un symbole. Elle a créé un symbole, ça s'est retourné contre lui. Tout à fait. Et on sent quand même une part de panique. Cette affaire de l'APS de l'autre semaine, Oui. c'est un fake news qui est créé en partie par l'APS, visiblement, parce que fait de briques et de braques. Le boulet fait des dégâts, chemin Le faisant. voilà. Chemin faisant, Le on boulet a fait des TAPCO, on ne sait plus comment gérer ça. Ça a été tellement fort dans la provocation, ça a été tellement fort pour des velléités dont on va discuter tout à l'heure, qu'au bout d'un moment, ça échappe au contrôle. Alors, je et vous ça pose quand même crée la des question. dégâts. Je vous pose la question politique, aux journalistes politiques, aux parlementaires que tu as été pendant l'ex-parlementaire, expérimenté, etc. Est-ce que dans une configuration de ce type, de celle d'un président faible, très mal élu, faible, qui arrive, qui a du mal à s'installer, qui n'imprime pas, hein, on ne peut pas dire que ce soit un président qui imprime. Enfin, aujourd'hui, ça devient un peu l'objet de caricatures sur donner des ordres, des enquêtes, ordonner des enquêtes pour tout, des complots partout, etc. On en est là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans son entourage des ministres qui pourraient lui dire ça c'est contre-productif d'aller dans cette direction? Les arrestations, pourquoi ça a continué en Pourquoi ça 2000 continue alors que c'est l'agenda de Ahmed Gaïd Saleh et d'avant. Oui. Pourquoi il n'y a personne dans son entourage? On peut penser à des ministres qui à un moment donné auraient pu être proches du Hirak ou indépendants dans leur expression, qui auraient pu dans un conseil de gouvernement dire là on va trop loin, c'est pas bon, nous on est en relation avec le peuple à travers nos familles, à travers nos amis, et on sait que c'est très mauvais à l'international, on n'en parle même pas. Est-ce que ça peut exister, ce type de distanciation qui fait qu'on change de cap dans le pouvoir? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que le pouvoir actuel est issu d'une crise inédite du système politique algérien qui a été mis en place depuis 1962. Il y a eu l'éruption des millions d'Algériens sur la scène politique, quelque chose qui n'était pas attendu et qui a surpris tout le monde. Et en premier lieu, le pouvoir et le système en place qui pensait qu'il a... il y a beaucoup d'exemples du personnel politique qui était au pouvoir, qui pensaient qu'ils sont là pour l'éternité. Et donc, c'est au pied levé qu'ils ont, j'allais dire, trouvé des semblants de solutions pour essayer de se maintenir. Mais je pense que la question de la légitimité, elle reste posée d'un côté, mais en même temps, les pratiques de ce pouvoir, les politiques économiques, les politiques sociales, la gestion catastrophique de la pandémie, le chaos de la Là, je rentrée. vais poser la question autrement. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de Tebboune à la présidence qui peut lui dire bon, on a compris que c'est pas Amar Benjamin qui va le faire, il s'est transformé en Raq Bis. oui. Bien. Mohamed Saïd, un peu pareil. Je vais Farhat Aït Ali, on n'en parle pas, on a l'impression que bon, c'est pas son domaine peut-être, mais être franc. voilà. Est-ce que ça existe? Oui, oui. Parce que bon, tu as fréquenté un peu les arcanes, les ministres venaient au Parlement, on sait comment ça fonctionne, Oui. etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Ya Jama'a, راكم داخلين في الحيط avec cette politique d'arrestation à tour de bras? Est-ce que ça existe ou est-ce qu'il y a quel casquetta qui va décider de ça? Je Voilà. pense que c'est dans les gènes du système algérien que le chef a toujours raison. On voit bien déjà. On lui a fait dire des bêtises au chef. Oui, on lui a fait dire, oui. on lui a fait dire Khbadji alors qu'il n'y a pas ça dans le Oui, dossier. oui. Il y a quelqu'un qui doit payer à un voit moment bien, donné. À un certain moment, tout va bien, Madame la Marquise. Ça a toujours été ça, les responsables dans notre pays, notamment les responsables politiques, les courtisans, la clientèle. Et on voit bien aujourd'hui aux anciens courtisans, il y a de nouveaux courtisans qui sont arrivés. Et qui ne vont jamais dire quelque chose de... Parce que tout simplement, ils sont aux antipodes de ce que veut le peuple algérien. Le peuple algérien veut un changement radical. Ils vont en finir avec ce système qui a mené le pays vers toutes ces catastrophes. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et dans la galaxie du pouvoir et dans le sérail du pouvoir à l'intérieur et aux frontières, ils veulent préserver un système pour des intérêts
de clics, de clans, partisans. C'est pour ça que nous sommes très inquiets pour notre. Il y a quelqu'un qui a pour joué un notre peu pays. ce rôle, c'est d'essayer de tempérer, de dire que c'est pas la bonne direction, mais il n'est pas dans le pouvoir. C'est le président de l'île Jadid, Djilali Soufiane, qui a essayé d'amener la bonne parole pour dire qu'il y a des velléités des réformatrices chez ce président. Donnez-lui la chance. D'ailleurs, il compte libérer Flani Felten. Voilà, il n'y a que ça. Je cherche des softliners, une tendance un peu dialoguiste dans le pouvoir. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a fonctionné? Est-ce qu'elle est totalement une invention de la presse et de la classe politique? Je crois que ça dépend des rapports de force. Il faut voir les circonstances dans lesquelles le Tebboune a été élu. Parce que ça pose, comme le disait Ramadan, ça pose un problème de légitimité. Parce que pour avoir la force, pour agir, pour travailler, il faut d'abord être légitime, il faut vraiment jouir du pouvoir, d'exercer bien son pouvoir. Or, tout le monde sait la manière comment s'est déroulée l'élection. On a vu comment les circonstances dans lesquelles se sont tenues, par exemple, s'est tenue la campagne électorale. Donc, à mon avis, on n'est pas encore sorti de l'ancien schéma du fonctionnement des mécanismes, du fonctionnement du pouvoir. C'est-à-dire ce qui existe actuellement, je pense, pour reprendre une expression de Issa Qadri, si on leur accorde ce titre, ce sont des intellectuels organiques, ce sont des gens intéressés. C'est-à-dire, même s'il voit le tort, il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire parce que ce qui l'intéresse en définitive, c'est sa carrière, c'est assurer l'avenir de ses enfants. Et puis, au bout de 3 ans peut-être, il sait qu'il va partir. Peut-être dans 6 mois, il ne sera plus ministre. Donc, autant penser à son avenir qu'à autre chose, ou bien mettre en place une politique qui risque de lui attirer des ennuis. Donc, ils sont là comme des responsables qui obéissent à ce qu'on leur demande de faire. D'ailleurs, vous l'avez vous-même vécu à Radio M. On a bloqué la radio, mais personne n'était en mesure de dire qui a bloqué cette radio. Et c'est le ministre de la Communication qui vient donner des arguments a posteriori, qui essaie de trouver un habillage pour expliquer les raisons du blocage. Mais à ce jour, j'imagine que vous ne connaissez toujours pas. Non, personne ne s'est dénoncé. La partie qui a bloqué. Donc nous sommes toujours dans cette... je pense qu'on est toujours dans ce schéma de pouvoir. Il y a une feuille de route, elle est là, elle est exécutée par ce qu'on voit comme responsable, et sans plus. Mais personne n'est comptable. Personne n'est comptable. Feuille de route sécuritaire en priorité qui donne aujourd'hui un tableau. Mais personne n'est comptable. Personne n'est capable de rendre des comptes parce qu'en définitive, parfois... La décision leur échappe, ce n'est pas à eux. Et lui, il est ministre, mais la décision réellement, la vraie décision lui échappe. Donc c'est pour ça que vous avez évoqué, Hassan, tout à l'heure, l'histoire de l'APS. Je pense que c'est un précédent très grave, parce que l'APS, elle tombe sous le coup de la loi, de l'amendement du code pénal, qui évoquait la criminalisation des fake news. Et là, c'est un canal officiel qui est là pour porter c'est une institution. Enfin, c'est une agence officielle, on ne va pas la... Il tombe sous le coup du code de l'information qui interdit aux journalistes de donner des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l'Algérie. C'est-à-dire doublement. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut attaquer l'APS? Est-ce que la justice va s'autosaisir? Est-ce qu'on va l'accuser de fake news? Parce que réellement, ceux qui ont donné l'ordre, l'APS n'a fait qu'obéir, c'est tout. Mais j'aurais aimé tout de même, parce qu'il ne faut pas tout de même qu'on jette le bébé avec l'eau de bain. Il y a des journalistes professionnels à l'APS, à la limite, il y aurait quelqu'un qui dise « Écoutez, c'est trop fort de passer quelque chose dont on n'est pas sûr de leur existence ». Évoquer le nom d'une personne au niveau de l'ONU et qui s'avère que finalement il n'existe pas, et c'est l'ONU elle-même qui désavoue, franchement c'est terrible. C'est terrible pour l'image de l'Algérie. Oui, on peut ne pas être surpris quand on sait d'où effectivement vient ce régime. Alors, je disais feuille de route sécuritaire qui a... le 2 janvier, il y a eu des élargissements. On pensait qu'on était à 200 détenus à ce moment-là, à peu près. Et on pensait que c'était le début de la décrue et que ça allait vite se terminer pour qu'une feuille de route politique remplace la feuille de route sécuritaire. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2020 et il y a encore 46 détenus d'opinion
Exactement. au dernier pointage Au du dernier réseau. pointage de samedi dernier, dans 24 wilayas, le schéma que j'ai là sous les yeux, je m'appuie sur un décompte effectué par Reda Machou, un membre du Hirak, très engagé dans la question de défense des détenus d'opinion et des libertés individuelles et collectives, qui s'occupe de synthétiser, de recueillir les informations émises par le comité de défense, donc celui des avocats à travers leur page, et qui synthétise de semaine en semaine la répartition et l'identité, si possible avec photo, des détenus et l'étape enfin les principales étapes que constituent leur parcours. Ça donc 46, 24 wilayas, c'est samedi dernier. Borj Bouaririj, il y a 2 jours, 4 personnes ont été mises sous mandat de dépôt. Voilà, après Et puis Borj comparution Bouaririj, immédiate. Le jour même, Brahim Lalami, aux abords de ce procès, a été violenté. Le lendemain, il a eu une arrestation pas moins violente qui lui a coûté de se faire hospitaliser. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il en est de son état de santé, mais sur les 4 personnes ont été mises sous mandat de dépôt, on lui reproche l'attroupement non armé. Et le dernier, donc il s'agit de, pardon, je dis comme ça, on parle en termes de chiffres et parfois on se trompe, parce que c'est bien de citer les gens. Donc si vous me permettez, puisque je suis en train de citer les 4 personnes arrêtées et mises sous mandat de dépôt à Borj Bouaririj il y a 2 jours, il s'agit de Hamdi Hadjem, de Azdin Boutaba, Ali Charnin et Abdelrezzaq Abesh. Voilà. Alors, pour être peut-être complet sur cet épisode et pour dire que cette feuille de route sécuritaire n'arrive pas à se désamorcer, Brahim Lalami et ses frères qui vont être présentés donc, au procureur de la République selon les dernières informations, Exact. s'apprêtaient à aller se rendre à l'enterrement de Maître Zaddam, un avocat qui a défendu les hirakistes à Borj Bouaririj et qui a été renversé par un véhicule dont le conducteur s'était sauvé la veille. Et donc on était quand même dans une séquence quand même défensive. Les gens, il allait participer à une action comme ça. On peut ajouter aussi que Mustafa Guira et un compagnon à lui, 2 hirakistes qui venaient hier matin au rassemblement pour en soutien à Khaled Rani, ont été interpellés aux abords de la cour d'Alger au Ruisseau. Eux ont été libérés. Oui. Voilà. Ils ont été libérés dans la soirée ou un peu en début de soirée. Alors, si nos amis auditeurs nous font encore le reproche d'avoir consacré une séquence longue à cela, c'est parce que, clairement, aujourd'hui, la moindre tentative d'engager un processus politique du côté du pouvoir bute sur ce point. Sur ce point. Absolument. Il faut bien que tout le monde le comprenne. Oui. C'est-à-dire que, on va dire, le général Rajdi, qui est en chef d'aujourd'hui, en charge, qui a remplacé Hosseini Bouazza, a tenté d'approcher des hirakistes, des personnalités, etc., pour essayer de voir, il y a 2 mois, essayer de voir comment on pouvait sortir de ce face-à-face. Bien. À chaque fois, il s'est entendu dire, on ne peut rien faire, vous détenez des hirakistes, c'est pas possible. Les journalistes diraient, vous détenez Khaled Rani, on ne parle pas avec vous. Ouais, Abdelkrim Zghilech. Très bien de le citer, éditeur de la radio Sarbacane. On a le sentiment, et ça se scande dans les rassemblements, on a le sentiment que ce sont les otages du pouvoir. Absolument. Et il y a un pendant rhétorique à cette mise en situation des antagonismes. C'est fou comment le pouvoir, peut-être que s'il y a des experts qui agissent sur la communication du pouvoir, et notamment le discours du président issu des dernières élections présidentielles en Algérie, ce serait peut-être celle-là, le choix des mots et les emprunts qui sont plus considérés de mon point de vue comme étant des vols de Hirak Moubarak à Hirak Moubarak Asil, ce qui suppose qu'il y a une Hirak Moubarak lakin mouzayef ou la غير Moubarak tamaman,
de ce jeu sur les mots quand on désigne l'Esaba. On désigne des choses, mais on ne les définit pas. Il y a un emprunt maintenant dans les bordereaux des écrans, des médias, à la solde du pouvoir actuel, où on sent que dans les choix des mots, on parle de tahrir, on lit مستودة الدستور استفتاء مع تحقيق مطالب الحراك, alors que Ils n'ont jamais parlé du Hirak. oui, ils ne cessent de parler du Hirak ou même de s'en revendiquer, de se revendiquer un lien, une filiation de légitimité, comme si le Hirak Moubarak a influencé le maintien de la dernière échéance électorale présidentielle et que Ibarak Baraka Taou le résultat d'hier. Alors que le résultat, le réel est complètement à l'opposé. Nous, on le vit, on le constate et on le pense de tous nos neurones. C'est pas possible qu'on puisse emprunter le vocable tahrir, nidam, quand on a ça. C'est pour ça que j'ai refait ça, ce geste. Voilà. Il y a ces otages. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est il y a ces personnifié, otages. Voilà. c'est nominatif. Ces gens-là sont des hommes. Il y a eu des femmes. Je parmi déplore eux. quand même l'absence du général Rdili dans cette liste-là. Je considère que c'est un Absolument. détenu d'opinion. Il a été arrêté un parce qu'il détenu avait d'opinion. voilà, un parcours. Et ne serait-ce que par le fait des conditions de sa détention, l'Ardéré a dépassé 1 année de détention sans être jugé, ce qui est en soi une entrave très très grave à sa liberté et à son entité. Voilà, Alors, c'est des parcours. je vous pose une question Ouais. à tous les trois. Hein. Smahli, juste, oui, bien je sûr. voulais juste te dire, c'est des parcours, c'est des noms, c'est des hommes et des femmes, c'est 24 wilayas, c'est autant de familles, autant d'amis, autant de compagnons de route. Dans cette, tout ce qu'ils ont en commun, c'est juste le fait d'avoir été ansar min al-hirak al-mubarak. Donc il y a des équations impossibles qu'on essaye de vendre et qui nous sont complètement intelligibles, quoi qu'ils mettent comme moyen pour essayer de... Alors, faire on a très bien compris que dans ce cas-là, la grande hantise entre guillemets, du nouveau pouvoir, pour emprunter à certains qui pensent que le pouvoir a changé, c'est le retour des marches comme expression du Hirak, parce que le Hirak existe en dehors des marches, évidemment, on le ressent. Et là où c'est possible de marcher, le Hirak a remarché. Je pense notamment à Al-Mahjar le 5 juillet, Nation République, ou dans certaines wilayas en Algérie. Est-ce que les prisonniers leur sort est-ce qu'ils sont les seuls dont le sort est lié un peu au processus de ce référendum, ou est-ce que vous avez le sentiment aussi que la rentrée sociale, la reprise de l'école, la reprise de l'université, la reprise, l'ouverture des frontières, le retour progressif sous contrôle, évidemment, nous avons tous nos masques toujours prêts à être remis dès que l'émission se terminera, et donc dans le respect des distances, est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui la reprise de ces volets de la vie normale est liée au processus politique qu'on essaie de faire déboucher le 1er novembre? Oui, je pense, pour rebondir sur ce que disait Amina. Voilà, Amina. Effectivement, il y a les mots, il y a les discours, après il y a les faits. Je pense que les Algériens ont compris que le pouvoir actuel n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit. Parce que si on voulait vraiment aller vers l'ouverture, vers la démocratie, on ne va pas faire adopter en plein Covid, en profitant justement de la pandémie, des lois liberticides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une épée de Damoclès, le code pénal, qui est sur la tête de tous les Algériens, des 40 millions d'Algériens, qui oseront exprimer une opinion contraire à celle du pouvoir. Et c'est incroyable l'acharnement sur des militants, parce qu'il y a des figures, effectivement, de la Révolution. J'en connais beaucoup. J'ai mal au cœur de regarder ces photos, parce qu'on a marché ensemble. C'est des patriotes, c'est des gens qui aiment l'Algérie, qui veulent vivre, qui ont souffert de ce système et qui aujourd'hui continuent à séjourner dans les geôles du régime. Et en même temps, en agissant comme ça, le pouvoir aggrave son cas, j'allais dire, parce que tous les faits, tout ce qu'ils font, ils se retournent contre eux. Vous avez parlé de la rentrée scolaire et de la rentrée sociale. Les Algériens, les millions d'Algériens sont en train de souffrir de la gestion chaotique
à la hussarde du pouvoir de Koulish. La pandémie, il y a eu un confinement politique, ce n'est pas un confinement sanitaire, parce qu'ils ont utilisé de manière éhontée, de manière ostentatoire, le confinement pour mater la population, pour faire adopter des lois antinationales, comme la loi sur les hydrocarbures, des lois antidémocratiques, comme le code pénal, mais en même temps pour interdire aux gens de se regrouper, de se réunir, tout en donnant les facilités aux partis du régime, comme le FNN, le RND et autres, de tenir leur congrès, leur comité central, etc. Donc, les agissements du pouvoir, ils sont flagrants, ils sont tellement gros et grossiers que le peuple algérien les voit. Est-ce qu'il peut se permettre de geler la vie sociale, de continuer de bloquer tout ça jusqu'à 1er novembre? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Alors, le mot, c'est une dangereuse fuite en avant qui est en train d'appliquer ce pouvoir. Il est en train d'accumuler les rancœurs, d'accumuler les problèmes, etc. Et à un certain moment, ça va éclater comme ça a éclaté le 22 février. Et au Parti des travailleurs, nous pensons que les questions sociales sont devenues... la population est étranglée, c'est-à-dire que ce sont des centaines de milliers de familles qui se retrouvent du jour au lendemain sans revenus, sans salaire. Nous avons vu l'épisode de l'eau, c'est-à-dire l'État algérien n'arrive plus à assurer de l'eau potable, etc. La même chose sur les salaires. Dans le secteur des transports, c'est 360 000 personnes qui sont pénalisées. Il y a des entreprises qui risquent de fermer. Il y a déjà des dizaines de milliers de postes d'emploi qui sont perdus. Et le pouvoir n'a aucune visibilité, n'a aucun projet sérieux pour répondre à toutes ces demandes qui deviennent de plus en plus pressantes. C'est pour ça que c'est quand même une anecdote de mauvais goût que d'avoir pensé à organiser un référendum sur le devenir, parce que la Constitution, quand même, c'est la loi fondamentale, avec des contradictions incroyables, parce que le président Tebboune lui-même avait suspendu le projet de référendum à un moment en raison de la pandémie. Et la pandémie, elle est toujours là. Le Premier ministre vient de faire une déclaration il y a 2 jours que la rentrée scolaire est quasiment... on n'est pas sûr de la rentrée. Ça veut dire que le virus est toujours là, etc. Mais en même temps, quand même, on prend le risque d'organiser ce référendum un 1er novembre de surcroît, c'est-à-dire une date repère qui est ancrée dans notre sang, dans notre mémoire, dans nous-mêmes, et qu'il tente de manière maladroite de récupérer de manière politicienne. Et en même temps, on se pose la question, est-ce que ces responsables vivent réellement en Algérie? Physiquement, ils sont là, mais est-ce qu'ils connaissent c'est-à-dire ce que pensent les Algériens d'eux? Parce que on est sur le terrain, on discute tout le temps avec des citoyens. La Constitution, c'est la dernière préoccupation des Algériens. Ils ont d'autres préoccupations, c'est les atteintes aux libertés, c'est les risques qu'on vient... c'est-à-dire que le pouvoir, je suis obligé de le dire comme ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, Karim disait tout à l'heure qu'un pouvoir, pour qu'il puisse réellement avoir un projet et des décisions de souveraineté, il faut qu'il s'appuie sur des institutions légitimes, sur une population mobilisée. On est obligé de constater que le pouvoir est en train de lâcher du lest sur toutes les questions essentielles, y compris aujourd'hui, on lit dans la presse que le pouvoir a décidé d'enlever la subvention pour le blé destiné à l'industrie alimentaire. C'est-à-dire les Algériens, une grande majorité d'Algériens qui ont perdu leur salaire, leur emploi, qui ont perdu leur pouvoir d'achat parce que la monnaie, le dinar est devenu une monnaie de sèche. Ça ne s'appelle pas lâcher du lest, ça. Non, c'est une remise en cause. Il y a une remise en cause. C'est-à-dire, même les pâtes alimentaires, les Algériens ne pourront plus en acheter. C'est-à-dire, où est-ce qu'ils veulent nous amener? Et on va arriver à la Constitution. De notre point de vue au Parti travailleur, on a refusé de s'inscrire dans ce débat. Parce que... Est-ce que c'est aussi la position du PAD? J'arrive à toi, Karim, dans un instant. Oui, est-ce que c'est aussi la position du PAD ou est-ce que dans le PAD, il y a des... Non, dans le PAD, il y a une vos partenaires qui vont aller dans le débat? Il y a eu une déclaration qui a été adoptée le 6 septembre. Les forces du PAD ont déclaré... Le pôle pour l'alternative démocratique. Ils ont dit, nous refusons de nous inscrire dans cette constitution
qui a comme seul et unique objectif de sauver, de replâtrer le système que le peuple algérien a rejeté, qu'il n'en veut plus. Karim Kebir, une anecdotique erreur de goût, comme a dit Youssef Hamdan, c'était ce choix de quand même aller au référendum, parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'ils allaient renoncer et reporter le référendum pour des raisons de Covid, mais aussi parce que les acteurs ne sont pas là pour le débat. Il y a toutes les raisons du monde de s'interroger, parce que on a l'impression en tout cas que d'abord le pouvoir est toujours dans sa logique, c'est-à-dire il décline les séquences de sa feuille de route, donc ça ils l'ont entamé avec l'élection présidentielle, après le changement de certaines lois, la constitution, peut-être ils vont juste après les lois qui vont suivre, c'est-à-dire ils ont un plan, il faut qu'ils le mettent seulement dans cette situation, c'est qu'on a l'impression qu'ils font abstraction justement d'abord du peuple algérien, contrairement à leur discours, mais ils font complètement abstraction. C'est comme s'il n'existait pas. Et moi, je suis en tout cas de ceux qui pensent que cette constitution, il y a un volet dans cette constitution qui obéit beaucoup plus à des enjeux extérieurs, pas intérieurs. C'est-à-dire, c'est le changement fondamental, c'est l'autorisation de l'intervention de l'armée algérienne à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est un deal ou c'est des pressions de l'étranger parce que, vu les conditions dans lesquelles se trouve le pays, nous serons condamnés dans quelques mois à aller au FMI. La crise économique, elle est là, parce que tout le monde sait, parce que nous ne sommes pas les seuls. On a vu en Europe des pays quand même assez puissants qui sont en train de souffrir. Et ce n'est pas nous qui allons crier victoire, que nous sommes capables de gérer l'après-Covid. Donc, ils seront condamnés à emprunter de l'argent, donc forcément. Et je pense qu'aussi que c'est le prix à payer pour que les capitales étrangères les soutiennent. Donc, ils sont dans un agenda, ils doivent le réaliser, indépendamment de ce que peuvent penser les Algériens. D'ailleurs, c'est bizarre tout de même qu'on va aller à un mois et demi du référendum et beaucoup d'Algériens ignorent ce qu'il y a dans cette constitution. Tout le monde, c'est resté entre eux-mêmes. Eux-mêmes, à un moment donné, ils ont dit qu'on avait senti qu'ils l'avaient suspendu parce qu'ils ont senti qu'il n'y avait pas de retour d'écho. C'est que personne ne s'intéresse à cette constitution. Et là, déjà, on arrive au référendum. Sans compter les conditions économiques. Les gens sont en train de souffrir. Il y a même le retour de la petite violence, de la criminalité. Ça, ce sont des indices d'un désarroi, d'une régression. Mais ça joue dans le sens inverse, Karim. Hein, c'est-à-dire, ça limite quand on est on se met à la place du pouvoir. Hein, c'est difficile, mais on peut. Il vaut mieux faire vite parce que la situation est en train de s'empirer. Personne ne pense que dans une année, la situation va aller mieux au niveau social et économique. Personne ne le pense. Et donc on se dit, peut-être qu'il vaut mieux le faire encore maintenant, qu'il y a encore les restes de la distribution des revenus de la période bénie, des réserves de change, etc. Peut-être que du point de vue de l'agenda, c'est mieux de le faire maintenant, du point de vue du pouvoir. Mais comment il va faire? Il aura besoin de la mobilisation populaire. Il peut pas faire passer comme une constitution qui concerne tous les Algériens avec 1 million, 2 millions de clientèle dont il dispose. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas répondre qu'il a été élu par moins que ça? Donc ça pose pas de problème. Je ne sais pas, honnêtement. Il y a quelque chose quand même de plus grave, si tu permets, sur la constitution. D'abord, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un débat avec la clientèle, les courtisans du régime. Les salles sont fermées. Le peuple n'a pas eu accès à la Constitution. Il n'a eu la possibilité d'en discuter. Il y a pas, parce qu'une Constitution, en pleine révolution notamment, normalement, c'est toute la population qui doit participer à ça. C'est pour ça que nous militons pour une Assemblée constituante. Mais le truc le plus grave, en parlant de la disposition de la Constitution qui prévoit, pour la première fois depuis l'indépendance, la possibilité que l'Algérie envoie des soldats mourir dans des guerres décidées par les grandes puissances, dans le cadre de l'ONU, de la Ligue arabe. Juste un chiffre qui a été donné cette semaine aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Les États-Unis ont fait la guerre dans 8 pays arabes avec 37 millions de personnes déplacées.
Donc, la chose sur laquelle je voulais attirer l'attention, Louis Zahnoun s'est exprimé sur cette question. C'est le seul point au Parti des travailleurs sur lequel on a dit c'est inacceptable de le mettre en cause. Le seul point sur lequel on Parce que vous étiez prêt à accepter le vice-président? Non. On n'a pas voulu. Non, on n'a pas voulu discuter du contenu. Parce que la forme, quand même, elle a pris le dessus sur le contenu. Mais en même temps, il y a une hypocrisie sur cette question-là. Non, juste pour c'est pas le débat du jour. Non, juste c'est pas le débat du jour parce que. Non, c'est pas sur ça. Il y a une hypocrisie parce que l'Algérie a envoyé déjà des troupes à l'étranger depuis l'indépendance et plus d'une fois. Oui, donc il y a une hypocrisie. Mais constitutionnaliser ça veut dire effectivement, c'est répondre aux besoins qui sont venus de l'extérieur. Pourrait dire je veux constitutionnaliser ça pour le mettre sous la main du Parlement, que ça soit transparent et que ça ne soit pas décidé uniquement par l'exécutif. C'est un débat. Lorsque Mme Louis Zahnoun avait exprimé le désaccord, l'opposition du Parti des travailleurs, d'aller dans cette direction parce que nous considérons que on aura du retour de flammes dans notre pays, que notre armée risque de devenir. On a eu des retours de flammes sans aller en Libye, on a eu Tignouli. Oui. C'est un débat, ça c'est un débat. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a chargé une chaîne de télévision pour tomber à bras raccourcis sur Mme Louis Zahnoun, qui a été traitée de tous les noms d'oiseaux parce qu'elle a exprimé cette attitude. Il y a, parmi les jeunes qui sont en prison, il y a un jeune capitaine de la marine marchande qui a été emprisonné par... Djaoudi Hamza. Il a été mis en prison pendant 5 mois du temps de feu Gaïd Salah parce qu'il a dénoncé le partenariat des Émiratis dans le port d'Alger. D'accord ? Il a passé 5 mois. Et cette fois-ci, il a été emprisonné et son affaire est criminalisée parce qu'il a dit moi, je ne suis pas d'accord que notre armée devienne une armée supplétive de grande puissance. Il est actuellement en prison et son affaire est criminalisée. C'est la criminalisation du patriotisme, j'allais dire. Je vois qu'on a du mal à parler des autres dispositions de la Constitution. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La semaine dernière aussi, on a évoqué un peu la Constitution et Maître Awisha Barti a tout de suite été parti sur ce sujet. Les autres thèmes, président de la République qui est hyper présidentiel, qui domine toute la scène, qui décide de tout, qui contrôle la magistrature, qui nomme le Premier ministre comme il veut, etc. Ça vous intéresse pas? Sur ça, c'est vraiment une phrase. C'est vraiment une phrase. C'est vraiment une phrase. Il y a un conseiller du président de la République, je crois que c'est Lagab, qui avait dit vous pouvez parler de tout. Faites les propositions que vous voulez, mais il ne faut surtout pas toucher à la nature du système présidentiel. C'est incroyable quand même. C'est les experts qui l'ont laissé même l'Araba aussi. Dans l'avant-projet. Autour de toi, Amina, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour ceux qui sont en train de se préparer pour le 1er novembre? Non, il ne peut pas y avoir de l'intérêt au sens constructif ou au sens espéré par le pouvoir à travers ces petits jeux de coups de théâtre et de choix de concordance avec des symboliques hautement fortes comme le choix de la date du 1er novembre, etc. Je pense que ce sont des artifices mis au service d'une volonté de cacher l'essentiel et du contenu de cette proposition de constitution, de sa forme, de ses auteurs, de la manière avec laquelle elle a été rédigée, pensée, proposée, puis retirée, mise, cautionnée faussement par sa proposition ou sa lecture, on ne sait même pas dans quelles conditions ça a été fait auprès de certaines instances, pour multiplier un petit peu un socle de consolidation, de validation nationale, ce qui n'a pas été le cas. Ça a été complètement... je dirais que s'il n'y avait pas eu le Covid même, on aurait eu au moins l'occasion de ne pas se poser la question parce qu'on l'aurait vu de visu dans notre institution révolutionnaire qu'est la rue. On aurait réagi exactement comme on le faisait en 2019 à chaque sortie du pouvoir, à chaque proposition, à chaque manifestation de l'agenda du pouvoir. On avait nos rendez-vous quotidiens, ça aurait pu, au moins. Mais hebdomadaire au moins, pour l'exprimer de vive voix et de visu. Alors, une dernière question que je reposerai à mes invités du Café Presse Politique, si ce n'est pas Khaldani qui le fait à ma place à cette place-ci mercredi prochain. Je pense que ça sera trop près. Ça sera trop près. Faut pas sorti le lendemain. C'est inhumain, on ne peut pas le faire comme ça. Ça serait trop... Une question...
c'est tombé très vite là. Il y a eu des fuites hier. C'est en train d'être traité dans la presse aujourd'hui. On n'a pas eu le recul suffisant pour traiter de la Constitution. On va le faire dans le courant de la semaine sur les antennes de Radio 1. Mais au moins un point qui a interpellé tout le monde. Dans la première mouture, il y avait cette possibilité pour un vice-président d'être nommé par le président en place et de pouvoir terminer son mandat à n'importe quel moment si le président quitte la fonction pour quelque raison que ce soit, décès, maladie ou démission. Et c'était quelque chose qui avait beaucoup choqué parce que le vice-président n'étant pas colistier, donc élu en même temps que le président, on est dans un processus totalement antidémocratique. Ça a été retiré. Bon, de ce que nous savons, nous, à Radio 1 Maghreb Émergence, c'est quand même Tebboune qui a insisté pour que ça soit retiré parce que c'était clair que c'était le moyen qu'on avait tenté d'utiliser contre l'hyper-présidentialisme de Abdelaziz Bouteflika, vous vous en souvenez, et qu'il avait toujours refusé parce que bon, dès qu'il y a un vice-président, il y a la possibilité d'enlever le président. Ce qui, à un moment ou à un autre, peut être utilisé par l'armée, parce que c'est quand même l'armée qui a besoin de cet artifice quand ça ne va pas. Donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que c'est le signe que, dans le rapport de force, Majid Tebboune a sauvé sa tête en enlevant cet article? Je ne sais pas est-ce qu'il a sauvé sa tête, mais en tout cas, la première lecture qui sautait aux yeux, en tout cas avec la première proposition, c'est que justement, il ne voulait pas rééditer ce qu'ils ont vécu avec Bouteflika. Donc, il fallait absolument éviter ce scénario. Donc, ils avaient pensé à désigner un vice-président qui va, soi-disant, poursuivre donc l'action en cas le président en exercice venait à disparaître ou pour quelque raison il ne peut plus poursuivre sa mission. Donc, à mon avis, la lecture qu'on peut faire aujourd'hui sur le fait qu'ils aient retiré cet amendement, probablement c'est le fruit d'un deal aussi. C'est vrai que ça a été évoqué au début que l'amendement qui a été proposé au début, c'était une épée de Damoclès sur la tête de Tebboune. Après, est-ce que Tebboune, qu'est-ce qu'il a pu arracher ou comment les négociations, comment ils sont parvenus à un compromis. Mais en tout cas, on sent que c'est le fruit d'un compromis, mais nous ne pouvons pas pour le moment imaginer c'est quoi les comment dire, c'est quoi les enjeux. Ouais, exactement, c'est quoi les enjeux, c'est lié à quoi. Mais en tout cas, le fait qu'ils aient retiré cet amendement, on peut le qualifier comme d'un compromis qui a eu lieu entre les différents. Un dernier mot, Mme Chaussette. Bon, c'était un non-sens parce que si on veut avoir un poste de vice-président, c'est un ticket qu'on présente au peuple. Mais la chose fondamentale, c'est qu'on a spolié le peuple algérien du pouvoir constituant. C'est-à-dire qu'on a dit, ils ont choisi à sa place de garder un système présidentiel qui, d'une certaine manière, à la base de beaucoup de dérives que nous avons vécues. C'est-à-dire que vous avez... Que le PT n'a pas dénoncé du temps. On a toujours milité pour un régime parlementaire. De tout temps, c'est dans notre programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est temps, 58 ans après l'indépendance, de faire autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système hyper présidentiel ou présidentiel fait que il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'équilibre entre les pouvoirs. C'est un président qui contrôle tout, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et on a oublié peut-être quelque chose d'important. La presse Oui, la presse. Oui. La Constitution, elle va quand même passer entre les mains des parlementaires qui sont devenus parlementaires, de l'aveu même de Kleiba, par des milliards. C'est-à-dire nous avons entre les deux chambres du Parlement 200 hommes d'affaires qui sont là pour gérer leurs intérêts étroits. Et c'est eux qui vont débattre, paraît-il, ou adopter la Constitution avant d'aller vers un référendum. Et les référendums, dans ce cas-là, c'est un référendum plébiscite. C'est-à-dire que les Algériens, même si les conditions étaient réunies pour une vraie élection, le référendum, c'est antidémocratique. Tu ne présentes pas à un peuple qui n'a pas participé au débat une constitution de je ne sais combien d'articles pour dire oui ou non. Je peux être d'accord sur ça et pas d'accord sur ça. C'est pour ça que le changement, dans tous les cas, les Algériens sont convaincus, et nous faisons partie au Parti des travailleurs, que le changement ne peut pas venir d'en haut, le changement il va venir d'en bas. Et j'ai aimé la formule qui a été utilisée par Amina, l'institution, elle a appelé ça la rue, l'institution c'est le peuple.
C'est le peuple qui veut prendre son destin en main. C'est ça l'essentiel de la révision du 22 février. Et l'obstacle, c'est ce pouvoir avec ces institutions illégitimes, entachées de fraude, entachées de mélange de l'argent avec la politique et tout leur personnel. C'est pour ça qu'Itnahaouga, personne ne peut trouver mieux. Itnahaouga, c'est le pouvoir, ses partis, ses pratiques, ses lois, ses institutions illégitimes, pour donner naissance véritablement à une nouvelle D'ailleurs, ceux République. qui soutiennent cette constitution sont exactement les mêmes qui soutenaient Bouteflika. C'est-à-dire pratiquement rien n'a changé. Ce sont la même clientèle. Merci beaucoup, merci à vous, merci nous à Radio M, on aime toutes les formules de Amina Haddadan, pas seulement celles que tu as citées. Merci beaucoup Amina d'être venue, de nous avoir fait ce tableau très grave et sérieux sur... Je n'en suis pas l'auteur, encore une fois. Oui, C'est d'avoir été la messagère. Merci beaucoup Karim Kébir pour ta disponibilité. Je sais que tu as fait des acrobaties, mais tu nous as permis de vivre de l'intérieur le procès hier de Khaled Drani. On en appelle devant la cour d'Alger avec ses co-inculpés quand même. Merci beaucoup à Youssef Ramdan d'Azib d'avoir été avec nous. Et nous donnons donc rendez-vous à nos amis auditeurs sur l'antenne de Radio M pour toutes nos autres émissions et ici le mercredi prochain pour un nouveau numéro du CPP dont on espère quand même qu'il sera le dernier sans Khaled Drani. Merci à vous. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.